Bonjour à tous et bienvenue Monsieur Vinac. Merci, bonjour. Je vous laisse vous présenter. Donc Philippe Vinac, je suis le coordinateur départemental de la sécurité routière à la préfecture, donc à Saint-Étienne. En poste depuis 3 ans maintenant, et donc notre principale mission, nous, coordination sécurité routière, c'est de mettre en place des actions de prévention dans un public très vaste, puisque nous menons des actions de prévention depuis la maternelle jusqu'aux seniors, et en passant comme vous par exemple dans les entreprises aussi, voilà, pour sensibiliser les gens au risque des conduites addictives, au risque, des dangers potentiels de la route, et essayer surtout de leur faire comprendre que certains comportements peuvent amener à des accidents et à des choses graves sur la route, quoi. Voilà. Effectivement, c'est un vrai sujet. Tout à fait. C'est un vrai sujet. Je vous propose de passer aux chiffres clés à retenir. Oui. Alors les chiffres de la sécurité routière, là c'est tout frais, on vient de recevoir nationalement les chiffres de 2025 qui ont été arrêtés donc fin mai. On s'aperçoit qu'il y a encore une petite augmentation, 2,4% d'augmentation par rapport à 2024. On est précisément à 2963 personnes qui sont décédées sur nos routes en France métropolitaine en 2025. Comparé à 2024, c'est une augmentation de 2,4% comme je vous le disais. Et sur le département de la Loire, pour parler local, l'année dernière on a eu une année plutôt correcte, on va dire même une bonne année. C'est compliqué de dire à quoi c'était dû, mais on a eu en tout 20 personnes qui ont perdu la vie sur nos routes, c'est déjà beaucoup trop, mais c'est une année qui était, on va dire, une année un petit peu... une bonne année, si on peut dire ça comme ça. Et là, cette année, malheureusement, les chiffres repartent à la hausse, puisque à la date où je vous parle, on est à 14 tués sur nos routes, contre 5 l'année dernière à la même époque. Donc, il y a encore du travail en termes de prévention. On travaille aussi, bien sûr, en direct aussi, je ne l'ai pas dit, mais avec les forces de l'ordre, parce que la prévention ne suffit pas, bien sûr, pour la répression, où là, donc, on met en place des contrôles routiers, des choses comme ça, en lien direct avec les forces de l'ordre, sous l'autorité du préfet, bien sûr. Et on aura l'occasion d'y revenir effectivement au cours de cette interview. Voilà. De manière générale, quelle est la politique départementale? Alors la politique départementale, en tout cas pour ce qui me concerne moi, donc comme je vous l'ai dit, c'est surtout la prévention. Donc on essaye de mener de plus en plus d'actions de prévention auprès de tout public, mais surtout effectivement principalement chez les jeunes, puisque malheureusement la tranche 16-25 ans, c'est encore la route qui est la première cause de mortalité dans cette tranche d'âge-là. Donc c'est un petit peu dommage. Donc on essaye de sensibiliser de plus en plus dans les lycées, dans les établissements scolaires pour ces tranches-là. Et l'autre tranche maintenant qui devient préoccupante, c'est les seniors, puisque depuis 3 ans, la hausse des seniors, la hausse de mortalité est vraiment en forte hausse, c'est le cas de le dire. Et donc on essaye aussi de mener des actions de prévention là, sur le vieillissement et la conduite, si on peut dire ça comme ça, et les rappels de code de la route, etc. quoi. Et à ce propos, quelles sont les actions prioritaires menées actuellement? Alors, parce qu'réellement, on a des actions, donc, comme je vous parlais des lycées, on a notamment un atelier qui matche plutôt pas mal, qui s'appelle Tribunal pas banal, où on diffuse le procès d'un jeune conducteur qui a commis un accident mortel sous stupéfiant, vitesse excessive, et puis le fléau dont on parlera tout à l'heure, téléphone au volant, qui devient vraiment un facteur très très aggravant dans les accidents de la route. Donc on assiste à son procès. On rediffuse aussi l'accident, comment l'accident s'est produit, comment il a eu lieu, etc. Il faut choquer un petit peu. Et donc du coup, les gens, là, on arrive un petit peu à les sensibiliser parce qu'ils se rendent compte que non seulement, il y a eu l'acte de l'accident qui est grave, mais la personne, comme elle est sous stupéfiant, il va y avoir aussi le problème qu'au niveau de l'assurance, elle prend rien en charge. Et donc les dédommagements qui vont être dus aux victimes sont, on parle en millions d'euros là, quand il y a un décès sur les routes. Et donc là, ça touche les gens parce qu'ils se disent, financièrement, on met toute la famille dans l'embarras, etc. Parce qu'il va falloir payer ces sommes-là, quoi. Donc c'est des saisies sur salaire, c'est des biens qui sont saisis, des maisons, etc., etc. Et là-dessus, on arrive à toucher un petit peu les gens sur cet aspect-là, quoi. Donc ça, c'est un atelier qui matche bien. Et après, moi, je suis plutôt pour les préventions un peu trash, excusez-moi le terme, mais pas trop contre les préventions bisounours, si on peut dire ça comme ça. Et donc on fait de temps en temps, 2-3 fois par an, une reconstitution d'accidents mortels, mais en direct, devant pareil 300-400 lycéens, mais on peut déployer ça dans des entreprises ou autres, où là on travaille bien sûr en lien direct avec les forces de l'ordre, les pompiers, le SAMU, une entreprise de pompes funèbres, puisqu'on va jusque là, et on recrée un accident mortel de la circulation en direct, où là les gens sont assez choqués, on va dire, mais c'est le but. Et après, je travaille avec une chose que j'ai pas précisée, moi pour mener ces actions-là, je travaille avec des bénévoles, ce sont des IDSR, des intervenants départementaux de la sécurité routière, qui donnent du temps, puisqu'ils sont bénévoles donc, et dans cette équipe de bénévoles, j'ai une maman qui a perdu son enfant de 20 ans, il y a 6 ans sur les routes de la Loire, et elle vient témoigner, et là en général ça achève effectivement, ça laisse des traces, on va dire, quoi, voilà. Donc on essaye vraiment de matcher plutôt sur ce genre d'action, un petit peu trash, mais qui porte ses fruits, je pense. D'accord, très bien.
Justement, vous avez évoqué le sujet, on va y venir, le téléphone au volant. Quelles sont les différentes mesures mises en place, hein? Vous avez évoqué le terme répression notamment, ça peut être intéressant d'avoir un petit mot sur ce sujet. Alors pour l'instant, le téléphone au volant, suivant dans le département dans lequel on se trouve, les sanctions ne vont pas forcément être les mêmes. Je m'explique. Actuellement, le fait de tenir son téléphone en main, puisque c'est ce qui est interdit par la loi, on a la perte de 3 points sur son permis de conduire, une amende de 4e classe, et ça va être à peu près ça. Maintenant, suivant certains départements, nous on n'y est pas encore, mais le simple fait, ou alors on peut avoir, une suspension du permis de conduire, s'il y a une deuxième infraction cumulée. C'est-à-dire vous avez le téléphone tenu en main et puis en même temps vous n'avez pas mis le clignotant, ou vous avez la ceinture qui n'est pas bouclée, enfin une autre infraction, là on peut aller jusqu'à une suspension de permis de conduire qui peut aller jusqu'à 8 mois. Certains départements, nos voisins de l'Ardèche l'ont fait récemment, la Drôme, la Haute-Loire vient d'y passer aussi, ont pris la décision que le simple fait d'avoir son téléphone tenu en main suffirait pour avoir une suspension du permis de conduire. Voilà. Nous dans la Loire on n'y est pas encore passé, mais je pense que ça ne devrait tarder. C'est une évolution de la loi de toute façon qui va arriver et qui va finir par se généraliser. Pourquoi on en est là? Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement le facteur téléphone au volant, ou en tout cas le facteur distracteur, on va dire ça comme ça, est de plus en plus présent dans les accidents de la route. Si vous prenez les chocs frontaux, souvent on a une personne qui se déporte et qui va taper un véhicule en face. Souvent c'est une personne qui était en train de regarder un écran, qui était en train de toucher son téléphone, etc. Donc franchement on essaye là-dessus d'avoir des actions de prévention aussi pour montrer que pendant qu'on regarde son téléphone, qui regarde la route. Voilà. C'est pas compatible avec nos métiers. C'est pas compatible du tout. Non, tout à fait, absolument. Très bien. Quels autres distracteurs vous observez? Les distracteurs, principalement, ce qui est gênant, c'est le téléphone tenu en main, les personnes qui font des textos ou des choses comme ça. Hein. Pour vous donner un exemple d'accident dramatique, alors c'était pas sur la Loire, mais je suis originaire moi du département du Lot, et l'été dernier, il y a eu un accident d'une banalité, mais qui a été catastrophique, une jeune fille qui avait son permis depuis 3 mois, qui rentre chez elle à midi pour déjeuner, quoi. Et sa maman lui envoie un texto des plus basiques, ma chérie, t'as pris le pain pour midi, et puis la Camille, elle prend son téléphone. Voilà. Elle dit, oui maman, j'ai pris et comme elle n'a même pas eu le temps de finir d'écrire le texto, elle s'était portée dans une courbe au moment où arrivait en face un couple qui partait se balader en moto, un mari et femme, 42-43 ans. Elle les a tués tous les deux. Il laisse une orpheline de 7 ans. Et tout ça parce que maman, j'ai pris le pain. Donc voilà, c'est pour vous dire pourquoi on arrive à voir ces détails-là aussi, parce que maintenant, on essaye de plus en plus, quand on a un accident mortel en tout cas, de demander aux opérateurs de faire parler les portables. Donc on a su là, très précisément qu'à l'instant T de l'accident, il y a un texto qui était passé, on a pu d'ailleurs le lire, et c'est pour ça que je peux vous dire que le texto n'était pas fini, il a juste écrit « Maman, j'ai pris le ». Voilà. Et donc on arrive à avoir, là on sait que du coup à l'instant T, effectivement le téléphone était en fonction, il y a un SMS qui était passé, donc le portable tenu en main. Et voilà, on arrive à avoir des chiffres un petit peu plus précis. Donc systématiquement maintenant, il faut quand même savoir ça. On peut demander aux opérateurs de faire parler les téléphones. Et donc on va savoir ce qui s'est passé dans le véhicule, quoi. Donc, une investigation un peu plus poussée. Une investigation un petit peu plus poussée. Voilà, complètement. Auparavant, oui, absolument. Et vous parliez d'autres distracteurs. Mais après, on a, et notamment dans le milieu du transport, on arrive à, ça m'est encore arrivé, la semaine dernière, je rentrais d'un forum sur Paris. Et sur l'autoroute, je rentrais de nuit et de doubler une file de poids lourds, enfin qui déjà était très près les uns des autres, et avec les gros écrans allumés, on voyait les gars qui étaient en train de regarder la télé, tout simplement, quoi, dans leur cabine. Okay. Donc là, forcément. Ouais, voilà, parce qu'on se dit, voilà, pendant que. Alors c'est vrai que maintenant, les véhicules lourds, c'est pas vous que je vais l'apprendre, sont quand même équipés de plus en plus d'équipements qui font que ça va freiner s'il y a un souci, ça va garder la distance, etc. Mais enfin ça fait pas tout non plus. Donc dans les distracteurs, on a surtout les écrans. Et malheureusement, même dans les voitures, je vais pas citer des marques, mais vous avez des marques où il y a juste un grand écran dessus, sur le tableau de bord, et vous avez tout qui s'affiche. Vous pouvez voir Netflix sur votre grand écran. Enfin ça devient aussi un petit facteur. Quelque chose qui peut être évidemment dangereux, puisqu'une fois de plus, quand on regarde l'écran, qui regarde la route, quoi. Bien sûr. Il y a une étude qui a été faite d'ailleurs sur, c'était pas un poids lourd mais un automobiliste, donc ils l'ont fait rouler de Paris jusqu'à Nice, et donc il a reçu des textos, etc. Donc le trajet a duré, alors il y avait des coupures bien sûr, il a fait des pauses, mais le trajet en lui-même a duré à peu près 6 heures. Sur 6 heures, c'est une personne qui pendant 48 minutes n'a pas regardé la route. En cumulé. Vous vous rendez compte, c'est énorme. 48 minutes où la personne n'était pas en train de regarder la route. Donc il a eu de la chance que c'était sur des voies rapides avec donc il n'y a pas eu de virage ou de choses comme ça, on peut dire, enfin il n'y a pas eu de perte de contrôle. Mais pendant 48 minutes, il ne regardait pas la route. Voilà. Donc c'est clair que
peut-être quelle autre source de distraction vous observez de manière générale? Après, notre source de distraction, c'est un petit peu, enfin c'est déjà pas mal, j'allais dire, mais oui. Après, comme ça, non. Enfin, c'est surtout, le problème, c'est les écrans, quoi. Surtout les écrans, ouais, effectivement. Surtout les écrans. Après, non. Après, je vois pas, non. Non. Ouais. On va en venir à tout ce qui est alcool et drogue, qui est un vrai sujet aussi, bien sûr, et un vrai fléau dans nos métiers. Quel pourcentage occupe l'alcool aujourd'hui, les stupéfiants dans les accidents? Alors, si on prend les principaux facteurs d'accident, le premier, c'est la vitesse. En tout cas, une vitesse inadaptée ou excessive qui a vraiment provoqué ou en tout cas aggravé l'accident. Et après, effectivement, l'alcool, on est toujours sur 23%, à peu près 23% des accidents, dans 23% en tout cas des accidents mortels, le facteur alcool apparaît. Les stupéfiants, c'est un peu en deçà. Alors ça peut s'expliquer aussi parce que l'effet des stupéfiants, on peut avoir par exemple pris un joint, excusez-moi le terme, mais un samedi, et le jeudi d'après avoir encore des séquelles, avoir encore du dépistage possible dans le sang qui va être dépisté. Donc la personne, si elle a un accident le jeudi, on va dépister effectivement du stupéfiant, mais par contre elle n'aura pas eu, c'est pas les effets du stupéfiant là qui auront provoqué l'accident puisque les effets sont passés. Alors que l'alcool en général, par contre l'alcool, oui, tant qu'on a de l'alcool dans le sang, on a aussi des effets qui vont faire ralentir le temps de réaction, qui vont faire un tas de choses et là on peut dire qu'effectivement l'alcool a malheureusement favorisé l'accident. Voilà, c'est pour ça qu'on a un peu plus de pourcentage en alcool qu'en stupéfiant, mais ça reste assez préoccupant. Ouais. Alors ce qui est préoccupant sur les stupéfiants, on parlait tout à l'heure de répression, là on va parler de la Loire, sur les 5 dernières années, alors je parle de contrôle là, de force de l'ordre, en dépistage positif, l'alcool est en augmentation de 2 à 3%, les stupéfiants 700%. 700% d'augmentation de contrôle positif aux stupéfiants. Alors ça s'applique aussi par le fait qu'il y a un peu plus de 5 ans, il y avait beaucoup moins de moyens de dépistage qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est devenu un moyen de dépistage comme l'alcool, où il y a des appareils qui permettent. Et avant aussi, il faut bien préciser une chose, c'est qu'on ne dépistait qu'en cas d'accident. Alors qu'aujourd'hui, on peut être dépisté sur le bord de la route, sur un contrôle classique, on va dire. Donc c'est aussi pour ça que ça explique l'augmentation de ces chiffres. Mais enfin, malgré tout, 700%, ça reste plus qu'énorme. Plus qu'énorme, je suis bien d'accord. Par rapport à ça, quelles sont les mesures en place pour lutter contre... alors, nous en tout cas, forcément les forces de l'ordre sont de plus en plus, alors certains me disent, pourtant on ne les voit pas, mais je peux vous assurer que depuis 2 ans, les forces de l'ordre sont de plus en plus présentes sur le bord des routes pour procéder à ces contrôles-là. Et après nous, alors là en tant que coordination, une fois de plus pareil, on insiste davantage aussi sur ce facteur phénomène alcool stupéfiant. On y inclut malheureusement aussi dedans maintenant le phénomène à la mode, si on peut dire ça comme ça, le protoxyde d'azote, qui devient aussi vraiment un fléau catastrophique sur nos routes, mais pas que, sur la santé. Donc là, il y a une loi qui est en préparation, puisque pour l'instant, le souci qu'on a avec le protoxyde, c'est qu'il n'est pas dépistable. Donc on n'a pas encore de moyens qui permettent de dire oui, la personne a été sous le protoxyde. Donc là, il y a des chercheurs qui sont en train de travailler là-dessus. Donc on espère que d'ici l'an prochain, des appareils de mesure en tout cas seront disponibles. Donc on pourra le dépister et du coup, une fois qu'il sera dépistable, on pourra l'interdire. Pour l'instant, tous les départements n'ont pas pris l'arrêté, mais nous, dans la Loire, ça a été pris par monsieur le préfet. Donc ça veut dire que nous, tout ce qui c'est interdit en tout cas d'en posséder sur la voie publique ou d'en consommer sur la voie publique. Donc ça veut dire que les forces de l'ordre, si elles contrôlent un véhicule où il y a une bonbonne de protoxyde à l'intérieur, elles vont pouvoir sanctionner. Mais ce ne sera pas la même sanction que suite à un dépistage positif qui va augmenter la sanction. Et ce qu'il faut dire surtout par rapport au protoxyde, c'est que sans parler de la route, c'est quelque chose qui vous fusille le cerveau en parlant poliment. On a vu le témoignage autrefois d'une personne de 28 ans qui était accro, qui ne peut plus marcher, qui est paralysé, qui a beaucoup de mal à parler, etc. Enfin, il est paralysé, il devient paralysé. Ça tue les neurones du cerveau. Voilà, donc là aussi, c'est vraiment... c'est important de le préciser. C'est vraiment un sacré problème, le protoxyde, tout à fait. Pensez-vous que les conducteurs sont-ils suffisamment sensibilisés aujourd'hui à ce type de risque? Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu mieux qu'à une certaine époque, mais bien sûr, c'est toujours pas assez, évidemment. Des actions, on aimerait en mener plus et de partout. Après, voilà, malheureusement, on ne peut pas se décupler, mais c'est vrai que, alors, il y a une augmentation des actions de prévention, effectivement, qui sont faites, mais nous, on est preneurs, et merci de me recevoir dans une entreprise comme la vôtre, parce que si ça peut déboucher après sur des actions de prévention pour sensibiliser les gens, parce que beaucoup de gens font les choses sans se rendre compte, du risque qu'ils
qu'ils prennent et surtout qu'ils font prendre aux autres, quoi. Donc voilà, moi, comme je dis, une fois qu'on sait, après au moins on a l'information, après on en fait ce qu'on veut, et au moins on peut plus dire je savais pas, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'aller taper à beaucoup de portes pour aller faire des actions de sensibilisation, pour montrer qu'effectivement le comportement sur la route, déjà on met sa vie en danger, mais pas que, on met aussi la vie des autres en danger. Et ça, c'est important de passer les messages. Ouais. Et oui, la route se partage. C'est que la route se partage, absolument, tout à fait. On est dedans. On va peut-être évoquer un sujet vieux comme le monde, mais au niveau de la ceinture de sécurité, on a pu constater, y compris chez nous, malheureusement, que c'est pas encore des petits, des manquements. Oui, je suis pas surpris parce qu'effectivement pour nous c'était un problème, je vais vous dire de ça il y a 3-4 ans qui était réglé, si on peut dire ça comme ça. Et là, depuis quelques temps, on s'aperçoit, alors si je parle sur les véhicules légers, il y a un taux du non-port de la ceinture de sécurité à l'arrière qui est drôlement croissant. D'ailleurs sur nos routes l'année dernière, on a 2 personnes qui sont décédées parce qu'elles ont été éjectées. Elles n'étaient pas ceinturées à l'arrière du véhicule. Et effectivement, dans les mondes du transport, enfin pour en avoir discuté encore il n'y a pas très longtemps, les commandants de gendarmerie, ils relèvent pas mal d'infractions sur le non-port de la ceinture. Ouais. Alors qu'on pensait franchement que c'était quelque chose qui était acté, parce que je veux dire, quand on est, les générations d'aujourd'hui, en tout cas, sont nées avec ça, il n'y a pas de souci, on met sa ceinture, comme on ouvre la bouche pour manger, j'allais dire, enfin ça devient un réflexe. Ça devient un automatisme. Et là, on s'aperçoit, on devient tout à fait un automatisme. Et là, on s'aperçoit que ça reste quand même, le taux de port de la ceinture de sécurité reste quand même à peu près à 80%, les gens le mettent, mais il y a 20% au moins de personnes qui ne le mettent pas, et ce chiffre est en augmentation. Ouais. Et là, c'est un peu dommage, parce qu'on a des vies qui ont été perdues, alors qu'un simple clic les aurait sauvées, quoi. Voilà. Et donc, dans le transport, je ne suis pas surpris. Ouais, effectivement, on relève effectivement des infractions plus importantes qu'à une certaine époque sur le non-port de la ceinture de sécurité. Ouais. Très bien. C'est avéré. On va peut-être élargir un petit peu cette discussion à ce qu'on va appeler, nous, les habitudes de vie, notamment la fatigue et le sommeil. Ouais. On a pu passer tout à l'heure, lors de notre visite devant un véhicule accidenté, qui était dû à un assoupissement. Lié à un assoupissement, effectivement. Là aussi, est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment d'actions de prévention, et quelles seraient les recommandations justement vis-à-vis de ce risque important ? Alors là, les actions, malheureusement, par là-dessus, on commence à se pencher aussi dessus. D'ailleurs, le mois prochain, j'ai une conférence avec des chercheurs, des médecins, etc. Et notamment avec la médecine du travail, et où on va demander effectivement aux médecins du travail d'un peu plus déjà questionner les gens sur leur sommeil, leur état de fatigue, etc. Parce qu'on a le problème de l'apnée du sommeil qui se répand de plus en plus. Alors, je ne sais pas si ça se répand de plus en plus ou quoi, mais en tout cas, les gens n'ont pas forcément conscience qu'ils sont atteints de cette maladie, si on peut dire ça comme ça. Et donc là, on s'aperçoit que c'est important de sensibiliser les médecins pour ne pas hésiter à ce qu'ils fassent des tests sur les personnes qui montreraient des états de fatigue importants. Par exemple, quand on se réveille le matin et qu'on est déjà fatigué, il faut se poser des questions. Et le coup de pompe l'après-midi qui intervient très facilement chez certaines personnes, on peut se poser la question de l'apnée du sommeil. Donc là, il faudrait que, déjà, bien sûr, les personnes en parlent à leur médecin, et que derrière, ils déclenchent effectivement un test qui se fait avec comment on appelle ça, une solution qui existe, le NeuroCoach, qu'on a expérimenté il y a 2 ans, et pour lequel une campagne 2026 peut être lancée incessamment sous peu. Effectivement, qui permet l'autodiagnostic. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont même pas conscience qu'ils sont atteints de cette maladie, si on peut dire. Et donc, c'est très important. Et puis, effectivement, sur les longs trajets, vos véhicules, on est dedans. Et sur les voies rapides, la première cause d'accident mortel, c'est l'assoupissement. C'est l'endormissement, c'est encore la première cause de mortalité sur autoroute. Donc c'est vrai que là-dessus, donc là effectivement, le souligner. Ouais, tout à fait, ouais. Donc et donc ça c'est vrai que c'est important dans les milieux professionnels effectivement d'aller sensibiliser à ça et de pas hésiter à ce que les gens se dépistent contre l'apnée du sommeil. Elle se traite en plus assez facilement avec un appareillage qu'il faut supporter, mais enfin. Et donc ça permet effectivement de. Et puis on a aussi le problème, on le voit de plus en plus, les gens dorment de moins en moins longtemps. On a le problème aussi des écrans. L'écran avant de s'endormir, c'est quelque chose qui, alors c'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins, mais qui vraiment perturbe le cerveau, et donc l'endormissement va être plus long derrière. Donc on a des gens qui se raccourcissent des nuits, même chez les jeunes. Chez les jeunes, les gens qui sont accros au téléphone, etc., et qui vont passer des fois des heures et des heures jusqu'à 2 heures du matin sur le téléphone, et quand il faut retravailler le matin à 6 ou 7 heures, forcément, c'est plus compliqué. Compliqué de rester éveillé. Donc de bien sensibiliser qu'un adulte, il a besoin au minimum de 6 heures, voire 7 heures
de repos quotidien. Voilà, donc c'est sûr que... Et dans le milieu du transport, effectivement, une fois de plus, je me répète, mais c'est un facteur sur lequel il est important d'agir, puisque, une fois de plus, première cause de mortalité sur les voies rapides, donc sur les autoroutes, d'endormissement. Pour conclure cette interview, existe-t-il des outils ou événements que nous pourrions déployer en interne pour Tout à fait. renforcer nos sensibilisations? Bien sûr, absolument. Il y a plusieurs possibilités de champ d'action dans une entreprise comme la vôtre. Comme je vous disais, moi, tout à l'heure, je travaille avec une équipe de bénévoles, les IDSR. Donc, il est possible de venir avec une équipe et puis après de voir ensemble sur quel point vous souhaitez insister, quels facteurs, etc. Donc, on peut parler des conduites addictives, tout ce qui est alcool, stupéfiant. On a des simulateurs maintenant qui sont très bien faits et qui permettent de simuler une conduite sous l'effet de drogue ou de stupéfiants. On a évidemment des ateliers aussi sur les distracteurs, etc. Et après, où on peut pousser le bouchon un petit peu plus loin, et là on peut aussi faire appel à des entreprises spécialisées là-dedans qui viennent avec des outils assez performants pour la ceinture de sécurité, par exemple avec la voiture tonneau, qui va permettre de vite comprendre qu'est-ce qui se passe dans un véhicule sans la ceinture. Donc il y a pas mal d'actions, bien sûr, de champs d'action qu'il est possible de mettre en place. Et ce serait avec plaisir d'ailleurs, il n'y a pas de souci, de venir vous montrer tout ça dans votre entreprise. Avec très grand plaisir. Quel conseil simple vous pourriez donner aux conducteurs, avant de prendre la route? Avant de prendre la route, déjà de penser à la chose suivante, c'est que dès que je me mets à mon volant et que je commence à partir, je peux mettre ma vie ou celle des autres en danger. De bien rappeler que 98% des accidents mortels, donc 98% c'est énorme, c'est un facteur humain qui est en jeu. C'est pas le véhicule, c'est pas la route, c'est pas... Alors ça peut arriver, malheureusement. Je prends l'exemple dramatique d'un accident qui a eu lieu dans les Alpes cet hiver où une voiture passait au moment où un rocher s'est effondré sur la voiture. Bon, là, évidemment, le comportement humain, il y est pour rien. C'est la fatalité, mais ça, c'est 2% des accidents. Le reste, c'est vraiment le comportement humain. Donc, avant de prendre une décision, bien penser qu'on peut mettre sa vie et surtout celle des autres en danger. Et donc, voilà, il suffit de respecter les règles, de respecter le partage de la route qui est super important. Et normalement, on devrait tous arriver à bon port dans ces conditions. Un mot pour la fin? Pour moi, la fin, ce sera merci de m'avoir reçu. C'était un grand plaisir. Et puis, en espérant que la route sera bonne pour tous vos conducteurs. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu.